Pourquoi investir avec une SCI et les intérêts de la société civile immobilière pour investir massivement dans l'immobilier? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finance dans laquelle on va parler immobilier, dans laquelle on va parler investissement. Mais avant de débuter, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications. Tu peux également nous rejoindre sur notre canal Telegram. Nous sommes plus de 3000 pour du contenu exclusif. Tu peux rejoindre notre Discord, c'est totalement offert. Tu pourras poser tes questions et échanger avec la communauté. Ou tout ce qui t'est offert, tous les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. En guise d'introduction à cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler investissement immobilier, comme j'ai dit, mais surtout pourquoi utiliser une société civile immobilière pour investir massivement dans l'immobilier et les intérêts de la société civile immobilière. Dans cette vidéo, donc, nous allons te présenter les principaux avantages d'utiliser cette forme sociale pour investir et pourquoi tu dois absolument investir en société civile si tu veux avoir un gros patrimoine. La vidéo sera divisée en plusieurs parties. Tu auras les découpages en dessous de la vidéo. Si une partie ne t'intéresse pas ou que tu le sais déjà ou que tu crois déjà le savoir, n'hésite pas à aller à la prochaine. Comme ça, tu auras le maximum de valeur. Mais également, avant de commencer, un petit rappel, nous organisons une masterclass. 2024 sera une année exceptionnelle et sans doute l'une des meilleures pour investir dans l'immobilier. Cette masterclass sera destinée aux personnes qui souhaitent investir massivement et découvrir pourquoi 2024 va être un grand cru, en raison notamment des taux d'intérêt qui sont plus faibles qu'en 2017-2020. Et on va t'expliquer pourquoi les taux d'intérêt sont en réalité 6 fois plus intéressants pour investir massivement dans l'immobilier. On parlera également de la concurrence qui a été littéralement décimée, moins 51% de la production de crédit, c'est-à-dire qu'un investisseur sur deux est éliminé, ce qui te laisse plus de marge de négociation et donc plus de marge pour faire de bons achats. Et on verra que le 110% est toujours disponible, toujours d'actualité, avec des méthodes particulières et on te présentera l'une d'entre elles pendant cette masterclass. L'inscription est totalement offerte dans la description de la vidéo. Pas de replay, pas de misérabilisme social, que de la technique. Revenons donc maintenant à nos moutons. Pourquoi utiliser une SCI pour investir massivement dans l'immobilier? Dans cette partie, on va décomposer les principaux intérêts d'utiliser une SCI. Au rang desquels, le premier intérêt, c'est que c'est la forme la plus comprise et acceptée par ton banquier. La société civile immobilière, c'est la forme de société acceptée, comprise, maîtrisée par les banquiers ou les employés de banque pour financer un projet immobilier. C'est le principal avantage de la SCI et notamment de sa responsabilité limitée que je vais t'expliquer ensuite, c'est que c'est une forme qui est comprise, qui est tolérée comme forme sociale pour investir et ce, massivement dans l'immobilier. Il faut comprendre que lorsque tu vas aller voir le banquier avec une SASU, une SARL ou EURL, y compris les SARL de famille, la forme de la société et notamment sa responsabilité limitée va bloquer l'obtention du financement pour le banquier. Et je vais t'expliquer tout cela dans un slide très facilement. Une SCI, il faut comprendre sa responsabilité illimitée. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc déjà, tu as ta SCI, tu vas avoir deux prêteurs, puisqu'il faut être deux associés pour créer une SCI. Les deux personnes, les deux associés vont prendre des parts sociales, vont aller voir la banque pour un financement bancaire. En cas de problème, c'est-à-dire, par exemple, les mensualités de prêt ne sont pas remboursées. En cas de problème sur le remboursement du financement, la banque va pouvoir se retourner directement vers la SCI, mais pas uniquement. Elle va également pouvoir se retourner sur les associés qui sont responsables et ce de manière illimitée. Leur responsabilité n'est pas limitée aux apports par rapport à une SAS. Si demain, tu fais la même chose avec une SAS, avec deux associés, les deux associés ont autant de parts que dans la SCI, la SAS obtient un financement bancaire, il y existe un problème pour rembourser le prêt. En cas de problème, la banque va pouvoir agir sur la SAS, sur les biens de la SAS puisqu'elle aura sans doute une hypothèque, mais les associés qui ont une responsabilité limitée à leurs apports, c'est un élément qui peut être contrecarré avec une caution personnelle notamment, mais ça va être plus difficile pour aller saisir les biens des associés d'une SAS que d'une SCI.
De surcroît, la SAS peut se placer sous ce qu'on appelle le livre 6 du Code de commerce et neutraliser l'action de la banque autant sur celle de ses associés, et notamment neutraliser les cautions. Donc, une banque préférera toujours financer une SCI. Il faut comprendre que le banquier y tolère la SCI, refuse la SAS et fuit la holding. Sa forme civile, sa responsabilité limitée va être préférée et acceptée dans le sens de tolérer par le banquier pour t'octroyer du financement. Tu peux faire le test après avoir regardé cette vidéo. Tu vas voir 2 crédits lyonnais dans ta ville. Tu arrives avec 2 projets de financement identiques, l'un avec une SAS, l'autre avec une SCI. Tu vas voir que les conditions ne vont pas être du tout les mêmes et que tu auras beaucoup plus de chances de succès sur la SCI. Il faut comprendre que d'un point de vue bancaire, même si la SCI est un intercalaire, en effet, entre le bien immobilier et toi, il existe la SCI va être considérée comme du quasi non propre, donc comme si tu achetais directement le bien. Par conséquent, obtenir un financement sur une SCI est beaucoup plus aisé que obtenir un financement sur une SAS. Également, une SCI, en raison de la nécessité d'avoir 2 associés, va te permettre de t'associer sur un projet d'investissement. Et on le voit dans Patrimoine Exponentiel, nous avons des membres qui s'associent pour mener des financements, pour lever des fonds, et cela marche très bien. Pour créer une SCI, il faut être 2 associés. Tu vas en avoir certains qui vont te parler de la répartition 99%, 1%. Ça, tu le sais déjà, je ne t'apprends rien. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est ce que nous allons voir maintenant. Les banques, elles aiment les SCI familiales déjà. Tu auras beaucoup plus de chances d'obtenir un financement avec un membre de ta famille qu'avec un ami dans une SCI. On ne dit pas qu'obtenir un financement avec un ami sera impossible, mais si tu es associé avec un ami ou un tiers et que ça ne fonctionne pas, essaye de le faire financer avec un membre de ta famille. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a moins de risques que des gens d'une même famille se foutent sur la gueule ou essayent de s'escroquer. C'est des statistiques. Les banques fonctionnent avec des statistiques comme les assurances. D'ailleurs, on dit banque et assurance. Également, le partage initial des participations, faire du 99,1%, le partage des participations dans ta SCI, elle doit être pensée stratégiquement, notamment pour l'obtention du financement. Car dans un cas, le dossier pourra passer, dans un autre cas, le dossier ne passera pas. C'est une partie qu'on développe et notamment la stratégie adoptée dans Patrimoine Exponentiel. Si tu es dans le programme, va dans la partie SCI, on le commente, on le détaille et on l'explique. Et je l'explique avec un exemple qui sera le mien. Quel associé, quelle participation, pourquoi je le fais. Également, une SCI en s'associant avec une autre personne va permettre d'augmenter ta capacité d'emprunt. Ton associé va également permettre d'augmenter ta capacité d'emprunt, ton taux d'endettement. Autant te dire que si demain tu es associé avec Bernard Arnault sur une SCI à 50-50, je peux te dire que quand tu rentres dans la banque, on te dit « Bonjour monsieur, combien voulez-vous monsieur ?» De suite monsieur. C'est important de le préciser parce que quelquefois, il y a des gens qui parlent beaucoup de lever des financements. Oui, je travaillais sur les marchés, je pense notamment à un cas très particulier. J'étais sur les marchés, mais malgré tout, j'ai réussi à investir massivement dans l'immobilier. Oui, dis-nous avec qui tu étais associé sur ta SCI et quelles étaient les parts. Également, quelquefois, vous avez des gens qui parlent d'avoir acheté 100 biens et qui sont formateurs sur Internet, qui oublient de mentionner et de mettre en avant la qualité de leur associé. Si Papounet est médecin notable de la ville, c'est beaucoup plus simple que Jean-Michel au RSA. Pensez à ça, pensez également à ce recul lorsque des personnes vous présentent des parcours incroyables. Regardez les associés et généralement, vous avez de bonnes surprises. Mais c'est également un avantage pour vous pour augmenter votre capacité d'emprunt auprès de personnes qui ne sont pas intéressées dans l'immobilier, mais qui peuvent avoir des revenus intéressants. Et on l'explique dans un live sur le patrimoine exponentiel avec un exemple concret. Également, pourquoi choisir une SCI et de surcroît une SCI avec l'option à l'IS ? On ne parle que de SCI à l'option à l'IS dans cette vidéo. Il faut savoir que les lois fiscales, elles changent sans cesse. C'est-à-dire que tu es incapable de déterminer les nouvelles lois déjà qu'il y aura l'année prochaine.
ce qui t'empêche d'avoir une visibilité à long terme. Et en tant qu'investisseur qui veut investir massivement, tu te dois de sécuriser ton encours bancaire. Si par exemple, tu es rentable parce que tu as des abattements et que demain, on veut réduire cet abattement de 71% à 40% et que cette réduction d'abattement te fait passer d'un cash flow positif à un cash flow négatif, tu vas mettre en danger ton encours bancaire. L'avantage de la SCI par rapport à ça, c'est que tu as l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés au cours des 50 dernières années n'a fait que baisser et quelque chose de relativement stable qu'on ne peut pas modifier tous les ans d'un point de vue calcul, d'un point de vue base imposable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça ferait fuir les sociétés. Il faut comprendre que les sociétés, elles s'établissent dans des pays pour une stabilité fiscale, pas forcément pour le montant des impôts. Vous avez beaucoup plus de sociétés multinationales qui sont implantées au Luxembourg, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, vous payez plus d'impôts qu'en France. C'est pour la stabilité fiscale. C'est très stable, ça ne change pas tous les 4 matins. Très peu de sociétés multinationales sont implantées à Dubaï parce que cela change régulièrement. C'est un exemple. Vous visez la stabilité et pour avoir cette stabilité fiscale, il vous faut absolument une SCI à l'IS. Cette sécurisation, elle va permettre d'augmenter également son encours bancaire puisque ce dernier sera sécurisé. Et tu ne seras pas amené à avoir des niches fiscales qui peuvent être retirées. Et tu peux, si tu es rentable en SCI à l'IS, tu seras toujours rentable. Si tu es en cash flow positif sur de l'allocation courte durée ou du LMNP et que si demain on t'enlève l'amortissement, qu'on t'enlève les abattements et que tu deviens plus rentable, ben ton encours bancaire, il est mis à mal. Donc, ce n'est pas gênant si tu as un seul bien, mais si tu as 10 biens comme ça devient excessivement gênant. L'investisseur qui investit massivement choisit la SCI et ce, avec l'option à l'IS pour la stabilité, la sécurisation de son encours et éviter les mauvaises surprises. Également, une SCI à l'IS va te permettre d'aller sur un maximum de marchés et donc de saisir un maximum d'opportunités. Tu vas pouvoir faire de l'habitation classique, mais tu vas pouvoir également faire du commercial, qui est une niche souvent ignorée. Ça ne m'étonnerait pas que maintenant, beaucoup de formateurs se mettent à parler de la niche commerciale, alors qu'ils n'en ont jamais parlé sur les 5 dernières années sur l'immobilier. C'est une niche excessivement intéressante. Tu ne vas pas pouvoir aller avec ton statut de LMNP sur du local commercial. Donc, tu vas passer à côté d'opportunités, tandis que dans une SCI et de surcroît l'IS, tu peux faire du nu, tu peux faire du meublé, tu peux faire du commercial, tu peux saisir toutes les opportunités. Donc, c'est très important. Également, une SCI à l'IS va te permettre d'avoir accès à différents types de financement et tu ne vas pas être qu'en financement personnel. La SCI à l'IS va permettre d'avoir accès au financement dit professionnel. Et ces financements professionnels ont plusieurs avantages. Ils ne sont pas concernés par le HCSF. Il n'y a pas de surendettement, puisque l'emprunteur a la qualité de professionnel. Et tu vas surtout, et ça c'est le plus important, avoir des conseillers bancaires beaucoup plus performants qui n'ont pas 700 relations clients dans leur portefeuille. Tu vas avoir des conseillers professionnels qui vont considérer l'opération avant de considérer uniquement l'emprunteur. C'est quelque chose de très important. Également, l'avantage d'une SCI à l'IS, ça va être l'encapsulage des revenus et de la dette. Tu as le principe de personnalité morale. Une SCI à l'IS, ce principe de personnalité morale et l'opacité, c'est-à-dire la SCI est un sujet fiscal, va permettre d'encapsuler les revenus et notamment l'endettement au sein de la SCI, ce qui va pouvoir te permettre d'aller sur plusieurs opérations plus facilement et notamment avec d'autres associés. Comprends que si tu as un salaire de 5 000 euros et que le banquier voit que tu as 3 500 euros de revenus LMNP ou de location courte durée à titre personnel en nom propre, le mec, il va se dire, putain, quand il va avoir 5 000, il va quitter son job et il préfère le job que ton statut de LMNP. Donc, avoir trop de revenus fonciers est un problème d'un point de vue bancaire. C'est envoyer un très mauvais signal. Tandis que vaut mieux avoir 5 000 euros de CDI qu'avoir 3 000 euros de salaire et 2 500 euros de revenus locatifs. C'est très important à considérer. La SCI LIS va te permettre d'encapsuler autant les revenus
que la dette. La dette appartient à la SCI, ne sera pas de l'endettement personnel. Également, c'est une technique, la SCI va te permettre de faire des donations avec une méthode de hacker. C'est un outil exceptionnel pour transférer l'actif à ses enfants en quasi-exonération de droits de succession et en donnant massivement au-delà des 100 000 euros. Plus d'informations sur ça, on le fera dans une future vidéo parce que c'est très spécifique ou on le fera sans doute sur un podcast 10 millions. Le lien se trouve dans le lien utile sous la vidéo. N'hésite pas à t'y abonner également. Dans cette deuxième partie, on va maintenant parler de la fiscalité de la SCI et de la SCI à l'IS puisque c'est la seule qui nous intéresse pour ceux qui veulent investir massivement. Si se contenter de 2 studios te va, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun dénigrement dans ce que je dis. La fiscalité de la SCI à l'IS est relativement simple. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop chiant. Déjà, tu vas pouvoir amortir le bien. Amortir le bien, c'est que tu vas créer une charge fictive et donc, pendant ta durée de détention, tu vas avoir une économie d'impôt. Par contre, tu vas avoir ce qu'on appelle une reprise des amortissements à la revente, c'est-à-dire que par exemple, si tu achètes un bien 300 000 euros, que tu amortis 100 000 euros et que tu le revends 400 000 euros, ta plus-value, tu ne vas pas la calculer sur 300, entre 300 et 400, tu vas la calculer entre la valeur à amortir et la valeur de vente. C'est-à-dire ici, 300 moins 100, ça fait 200, 400, tu payeras la plus-value sur 200 000 euros. Mais c'est une simple reprise des amortissements que tu as conduit auparavant, qui est une économie pendant la durée de détention, ce qui peut te donner un levier fiscal. Après, c'est normal de reprendre ces amortissements. Également, tu vas avoir les charges déductibles, autant en charge immédiate qu'en amortissement selon ce que tu vas conduire. Tu vas pouvoir également déduire les frais d'acquisition, les frais d'agence. C'est excessivement important pour une détention long terme. D'un point de vue comptable, tu vas avoir une comptabilité obligatoire et ensuite, tu pourras te rémunérer soit en salaire, soit en dividende si tu possèdes directement la SCI. Ce qu'il faut comprendre sur cette fiscalité à l'IS, c'est que c'est réservé aux gens qui ont une vision à long terme. La SCI, notamment à l'IS, elle est destinée pour les personnes qui souhaitent se construire un patrimoine long terme et conséquent. La fiscalité pendant la durée de détention du bien sera beaucoup plus faible qu'un SCI à l'IR, mais à la revente, la fiscalité sera plus haute qu'une SCI à l'IR ou en nom propre. Par exemple, l'amortissement du bien va créer une charge virtuelle qui n'est pas réelle mais qui va être déductible tous les ans, qui va venir réduire ton impôt pendant la détention du bien, mais par contre, tu devras reprendre cet amortissement au moment du calcul de la plus-value, chose que tu ne dois pas faire notamment en LMNP, pour l'instant du moins. Cependant, il y aura la reprise d'amortissement au moment de la revente et tu seras fiscalisé dessus. Concernant maintenant la partie outils stratégiques, on va parler holding, on va parler intégration fiscale et on va parler convention de trésorerie. Le montage holding, une SCI ou plusieurs SCI vont pouvoir être détenus par une société holding, notamment à 99%. Cela va permettre notamment d'avoir l'exonération des dividendes entre 95 et 99% qui remontent de ta SCI à la holding, dépendant du pourcentage de détention de la holding dans ta SCI. Cela va donc te permettre d'éviter l'imposition personnelle en sortant l'argent de la SCI et va permettre de capitaliser sur une holding et donc réinvestir facilement au travers d'une nouvelle SCI notamment. Cependant, lorsqu'on parle de holding, il est nécessaire de mettre un petit warning. Nous l'avons dit suffisamment sur la chaîne, une holding va complexifier et ce sacrément l'obtention de financement en rajoutant un intercalaire entre toi et le bien. Rappelle-toi qu'on a parlé de SCI, tu as toi, une société et le bien. Là, tu as toi, une holding, une SCI et le bien. Et de surcroît, tu rajoutes généralement une holding à responsabilité limitée avec un capital social de mec au RSA, c'est-à-dire 1 000 euros. Donc, ça va énormément complexifier l'obtention du prêt. Dans 90% des cas, la SCI plus la holding, notamment sous-capitalisée, c'est-à-dire avec un capital social, si tu veux investir massivement, si tu as un capital social en dessous de 250 000 euros sur ta holding, le banquier va tirer la gueule un peu. Cela va se traduire par un refus bancaire
d'un point de vue financement. Une holding, elle est obligatoire pour investir massivement, mais une holding dont on ne sait pas se servir va surtout t'empêcher de constituer un patrimoine où la holding sera obligatoire. On rappelle qu'à cause des charges déductibles, de l'amortissement du bien, des frais d'acquisition que nous avons vus dans la partie précédente, ta SCI ne pourra pas verser de dividendes pendant au moins 6 exercices, car elle sera déficitaire. Donc l'économie sur le dividende, tu n'en as pas besoin avant 6 ans. C'est-à-dire si tu commences à investir en 2024, tu ne pourras pas verser de dividendes techniquement d'ici 2030, si tu fais que la location et l'exploitation comme ça. Pense à ça. L'intégration fiscale. Alors, l'intégration fiscale, c'est quoi? Je vais te l'expliquer notamment avec un schéma très simple. Tu as une holding qui détient une société d'exploitation et une SCI. L'intégration fiscale, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? En fait, elle va permettre d'imputer les pertes de ta SCI sur les bénéfices de ta société d'exploitation. Imaginons ta société d'exploitation génère 250 000 € de bénéfices. Ta SCI a une perte comptable en raison de la déduction des frais d'acquisition, des amortissements, des travaux de 50 000 €. En fait, ta société holding va payer l'impôt sur 200 000 €, 250 000 € de bénéfices moins 50 000 € de pertes, ça fait 200 000 €, ce qui va permettre ce qu'on appelle un levier fiscal de 12 500 €. Donc, il faut comprendre que ce levier fiscal sur les 50 000 €, en fait, c'est pour le déduire immédiatement. En réalité, c'est 12 500 €. Si l'année suivante, tu fais 50 000 € de bénéfices sur ta SCI, c'est-à-dire que tu devrais payer 12 500 € d'impôts, vu que tu as eu un déficit avant, tu vas payer 0% d'impôt sur ta SCI, même si tu as fait 50 000 € de bénéfices. Ça te permet, d'un point de vue temporel, d'économiser immédiatement les pertes d'une autre société. Donc, dans ce montage-là, j'ai envie de dire attention au piège de l'intégration. C'est beau sur le papier, ça fait rêver, pour ne pas utiliser un autre terme, mais 12 500 € d'économie, même si c'est un gros montant, pour l'exemple, pensez au coût de l'intégration fiscale, combien ça coûte à mettre en place. Ce n'est pas uniquement une case à cocher sur un CERFA en disant hey, « YOLO, je cause la case ». Non, tu dois faire des conventions, tu dois exercer une option, c'est des coûts, c'est lourd, c'est comptabilité. Quid du contrôle fiscal? Si tu as un contrôle fiscal sur une société, tu as un contrôle fiscal sur les 3 sociétés, plus ou moins, mais bon, c'est généralement comme ça. Généralement, c'est sur la holding et sur les 2 autres. L'intégration fiscale, elle a des avantages, soyons clairs, mais elle a également énormément d'inconvénients que les gens oublient souvent de mentionner. Au rang desquels sa lourdeur administrative et comptable, c'est pas Jean-Michel Comptabilidad qui va te faire la comptabilité d'une holding et qui vont te faire des bilans consolidés. Ça va t'obliger également une détention à 95% de toutes tes sociétés. Si, par exemple, ta société d'exploitation, tu n'as que 80%, tu ne peux pas l'intégrer fiscalement. Et ça va notamment t'empêcher des techniques d'initiés pour accélérer les investissements immobiliers qui te rapporteront beaucoup plus qu'économiser 12 500 balles. L'intégration fiscale avec une société d'exploitation et une SCI ou 2 SCI est pour moi aussi économiquement intelligent que faire une sangria avec du pétrus. Ça ne sert pas à grand-chose, à part se la péter peut-être. Le troisième point que j'ai envie d'aborder ici, c'est le point de la convention de trésorerie. Une convention de trésorerie va te permettre de te servir de l'excédent de trésorerie d'une société d'exploitation ou même d'une autre SCI pour le prêter à une autre SCI, par exemple, et donc d'accélérer les investissements immobiliers. Excédent de trésorerie, et je veux insister sur ce terme, ça là, implique d'avoir des réserves qui sont constituées après le paiement de l'impôt sur les sociétés. Je pense notamment à quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, là, je viens de faire ma société et je vais faire une convention de trésorerie pour investir massivement dans l'immobilier, pour prêter de l'argent et tout. » Je lui demande « Mais elle a combien d'années ta société ?»« Ah ouais, je viens juste de la créer, elle a 2 mois. » je ne sais pas comment tu vas prêter un excédent de trésorerie si tu n'as pas clôturé ton premier bilan. Bon, c'est important de le préciser. Attention aux conventions de trésorerie, elles ont un aspect vicieux. Je l'ai vu plusieurs fois, les gens refusent de payer des avocats, refusent de faire des choses et vont sur Legal Start pour faire un modèle ou Captain Contrat. C'est pas médisant de le dire ou dénigrant, mais chaque situation est particulière. Il y a des considérations excessivement particulières à votre société à faire attention. Et une convention de trésorerie, elle peut attirer toutes les autres sociétés si vous avez un problème sur une société.
Donc, faites les choses correctement et n'allez pas à l'économie sur ce genre de choses. Retenez ça. La convention de trésorerie également implique une holding. Qui dit convention de trésorerie dit donc holding. Qui dit holding dit difficulté d'obtenir des financements. Difficulté d'obtenir des financements dit réduction de tes capacités d'investissement. Et qui dit société d'exploitation dit 3 ans de bilan solide également. Donc c'est bien ensuite pour scaler, mais au début et techniquement, en dessous de 5 millions d'euros d'encours bancaire, tu n'as pas besoin de holding, tu n'as pas besoin, de holding comme on l'entend, peut-être que tu en as une autre forme. Tu n'as pas besoin de convention de trésorerie. Tu peux déployer des stratégies beaucoup plus simples et surtout beaucoup plus efficientes. Et également pour ceux qui veulent se servir de l'excédent de trésorerie dans des conditions fiscales intéressantes, il existe d'autres possibilités pour se servir du cash d'une société d'exploitation qu'on peut s'en servir pour réinvestir sans impliquer forcément une holding. Pour ça, on en a parlé dans Patrimoine Exponentiel. Si tu ne l'as pas rejoint, profites-en pour le rejoindre. Si tu ne veux pas le rejoindre, reste à regarder les annonces de places de parking. Le contenu que tu dois absolument voir en plus de cette vidéo, je vais te faire référence à 2 contenus. Le premier contenu, c'est le statut idéal pour être multimillionnaire et emprunter des millions d'euros. Dans cette vidéo qui complète celle-ci, je t'explique le meilleur statut pour emprunter massivement dans l'immobilier. Tu vas emprunter avec l'aide des SCI, mais il va falloir convaincre les banques de te prêter des millions d'euros. Et surtout, pourquoi cela va te permettre de comprendre le fonctionnement, les stratégies en plus de cette vidéo. Cette vidéo te permettra juste de mettre en place la SCI. Également, je t'invite à écouter le podcast d'IM, près de 10 millions d'euros d'immobilier en 4 ans sans holding, du moins visible. Dans ce podcast, 10 millions, nous recevons Madeleine, une investisseuse immobilière qui en 4 ans a bâti un parc immobilier de près de 10 millions d'euros en étant salariée. Et elle t'explique comment elle a fait, les difficultés qu'elle a rencontrées, les techniques qu'elle a déployées et employées. Et je te rassure, elle n'a rien à vendre. Donc, c'est du partage d'expérience comme il n'en existe très peu sur Internet. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Donc, il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo qui fait quand même 25 minutes. Investir en SCI, c'est obligatoire. Et SCI à l'IS si tu veux viser des gros résultats. Si tu souhaites développer un patrimoine immobilier conséquent. Sa simplicité, sa compréhension bancaire va te permettre d'emprunter quasiment comme un nom propre avec les bonnes stratégies. C'est le seul outil que tu dois maîtriser parfaitement en immobilier. T'intéresse pas au LMNP, t'intéresse pas à la SCI LIR, t'intéresse pas au Pinel, t'intéresse pas à toute cette merde. Concentre-toi à maîtriser parfaitement la SCI. C'est d'ailleurs pour cela que dans Patrimoine Exponentiel, on ne se concentre que sur la SCI et la SCI à l'IS. Et on ignore le reste. Il n'y a pas besoin, sauf si tu veux te contenter d'un petit studio. Cependant, tu dois maîtriser les subtilités à tout niveau, notamment au niveau bancaire, si tu veux investir massivement. Et je te souhaite d'être prêt pour 2024 et tout cartonner. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un like. Si tu as des questions, pense à les mettre en commentaire. Tu peux également rejoindre notre Discord. Il y a une section dédiée à l'investissement pour répondre à toutes tes questions. Si tu veux aller plus loin et arrêter de diviser les studios et multiplier les acquisitions, je t'invite à rejoindre Patrimoine Exponentiel. Le lien se trouve dans le lien utile sous la vidéo. Je t'invite également à t'inscrire à la masterclass en ligne. Elle est entièrement offerte. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!